Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler évidemment de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le vote de la motion de censure, la motion de destitution qui a été étudiée en conférence des présidents, ce qui s'est passé au bureau de l'Assemblée nationale. On a aussi gagné une présidence de commission. Je vais vous parler de tout ça dans un premier temps, puis ensuite je viendrai sur le sujet du Liban parce qu'il y a du nouveau et qui est très inquiétant, que Netanyahou a attaqué une position de la FINUL, qui est la force de l'ONU présente sur place, et je vous dirai les conséquences que tout ça peut avoir. Et puis enfin, je vous parlerai de la tempête Kirk, parce que c'est une tempête qui est une tempête tropicale normalement, et il ne vous aura pas échappé que la France n'est pas un pays tropical en théorie, et que cette tempête, eh bien, elle a des implications très très fortes, et qu'elle a touché de nombreuses personnes, et y compris à l'Assemblée nationale, eh bien, le sous-sol d'une partie de l'Assemblée nationale a été inondé. Alors j'espère que ça fera peut-être réagir les députés sur la question du changement climatique, en tout cas de tous ceux qui ne mettent pas ça au rang des priorités. Voilà les thèmes que je vous propose cette semaine. On commence sans plus attendre, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. J'invite notamment ceux qui regardent régulièrement mes vidéos à vérifier qu'ils sont bien abonnés, parce que ce n'est pas toujours le cas, même si ça vous les propose sur YouTube. Donc regardez bien si vous êtes abonné, parce que quand vous vous abonnez, eh ben, ça nous aide, ça fait monter la chaîne, et on n'est pas très loin des 300 000 abonnés, donc c'est un bel objectif à atteindre très prochainement. Allez, on commence tout de suite cette actu politique de la semaine avec ce qui s'est passé à l'Assemblée et le vote de cette motion de censure contre M. Barnier. C'était une motion de censure qui a été déposée par l'ensemble des députés du nouveau Front populaire et qui avait pour objectif de rappeler que M. Barnier n'a fait que 5% aux élections législatives, en tout cas son parti n'a fait que 5% aux élections législatives, et que normalement, à la place de M. Barnier, il devrait normalement y avoir Lucie Castet et un gouvernement du nouveau Front populaire pour mettre en place les mesures programmatiques que nous avions portées dans la campagne législative, et notamment l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et l'augmentation du SMIC à 1 600 €. C'était les deux mesures centrales, les plus fortes, les plus rapides à mettre en place, que nous aurions portées si jamais M. Macron avait choisi de respecter le résultat des urnes et de nommer Lucie Castet Première ministre. Donc on avait M. Barnier qui affrontait sa première motion de censure, et la trahison du RN pour ses électeurs s'est révélée au grand jour, puisque cette motion de censure n'a été votée que par les députés du nouveau Front populaire, ainsi que 5 autres députés, puisque nous avions 197 votes favorables à la motion de censure contre M. Barnier, et que tous les autres n'ont pas voté. Et en fait, la motion de censure, on ne prend que les votes favorables. Donc tous ceux qui ne votent pas, c'est comme s'ils votaient contre la censure, et comme si donc ils apportaient leur soutien au gouvernement de M. Barnier. Ça, c'est une position nouvelle du Rassemblement national dans le champ politique. Ça porte un nom en politique, ça s'appelle le soutien sans participation. C'est-à-dire que le Rassemblement national, il ne participe pas effectivement au gouvernement de Michel Barnier, mais comme ils ne le font pas tomber, eh bien ils soutiennent la politique de M. Barnier. Et le soutien sans participation, ça veut dire que sans participer au gouvernement, eh bien ils le soutiennent, ils sont prêts à ne pas faire tomber ce gouvernement pour qu'il puisse mettre en œuvre sa politique. Donc là, on a la démonstration par A plus B que le Rassemblement national s'est bien transformé en paillasson d'Emmanuel Macron et lui permet de continuer sa politique mortifère pour les Français, que les Français ont voulu chasser dans les élections, et les élections européennes et les élections législatives au premier tour de cette élection législative, puisque le grand perdant de cette élection législative, c'était le parti d'Emmanuel Macron. Mais le Rassemblement national ne s'est pas limité à ça. Et ça, pour des électeurs du Rassemblement national, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent à cet instant, mais écoutez bien ce qu'a fait Mme Le Pen en conférence des présidents de l'Assemblée nationale. C'est une structure qui regroupe, comme son nom l'indique, les présidents de commission, présidents de groupe, et qui décide d'un certain nombre de choses, notamment de l'agenda de l'Assemblée nationale, et puis de la mise à l'ordre du jour d'un certain nombre de textes, de propositions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, la semaine dernière, nous avions proposé qu'il y ait une motion de destitution du président de la République. Je vous avais déjà dit la semaine dernière que le Rassemblement national avait voté contre cette motion de destitution du président de la République, et que seuls les députés du nouveau Front populaire, étant membres de la France insoumise, du Parti communiste et d'Europe Écologie Les Verts, avaient décidé de soutenir cette motion de destitution. Mais là, eh bien, Mme Le Pen est allée encore plus loin, parce que normalement, cette motion de destitution devait arriver en hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça, justement, c'est la conférence des présidents qui en décidait. Tous les députés membres de cette conférence des présidents, qui sont du nouveau Front populaire, ont voté favorablement au fait que cette motion de destitution vienne en hémicycle pour qu'on puisse avoir le débat, tout simplement. Ça, c'était juste avoir le débat en hémicycle
sur la destitution du président de la République. Donc tous, ils ont voté pour. Tous les macronistes, évidemment, ils ont voté contre le fait que cette motion de destitution puisse arriver en hémicycle. Et donc, au milieu, il y avait Madame Le Pen. Et Madame Le Pen, par son abstention, a permis aux macronistes de bloquer l'arrivée en hémicycle de la motion de destitution du président de la République. Donc, Madame Le Pen, elle a en quelques jours sauvé 3 fois M. Macron. Une fois en commission des lois en ne votant pas la motion de destitution, une fois à l'Assemblée nationale en ne votant pas la motion de censure contre M. Barnier, et une fois dans le silence feutré de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale en s'abstenant pour éviter que la motion de destitution parvienne jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre que Mme Le Pen ne fait pas partie de l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, mais à un moment donné, il va falloir essayer de percuter sur ce sujet, parce que c'est pas possible que Mme Le Pen continue à raconter qu'elle est de l'opposition, tout en ayant ce comportement-là de soutien, d'appui de la politique d'Emmanuel Macron. Par contre, eh bien, si vous regardez ce qu'ont fait les députés du Nouveau Front Populaire dans la structure dans laquelle ils sont membres, c'est-à-dire la structure du bureau dans laquelle les députés du Nouveau Front Populaire ont la majorité, eh bien là, vous voyez ce que ça donne d'avoir des députés d'opposition. Parce qu'il y avait un sujet très important pour les Français qui passaient en bureau de l'Assemblée nationale cette semaine. C'était le cas du parjure de Mme Berger. Mme Berger a menti à la représentation nationale sur la question des crèches. Elle a soutenu le lobby des crèches alors qu'elle était ministre de la Famille. Elle a soutenu, été aidée par le lobby des crèches, tout en prétendant devant la commission d'enquête sur ce sujet à l'Assemblée nationale n'avoir rien à voir avec le lobby des crèches, ne pas connaître la personne qui est la responsable, la grande responsable du lobby des crèches, alors même qu'un journaliste a révélé que Mme Berger échangeait avec cette personne et la qualifiait même d'amis. C'est vous dire si les relations étaient lointaines entre Mme Berger et cette personne. Donc, Mme Berger, en ayant menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, elle s'est rendue coupable de ce qu'on appelle un parjure. Le parjure, c'est pas une petite chose. Quand vous mentez sous serment devant l'Assemblée nationale, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement et de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc, c'est pas une petite affaire de mentir devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Mais pour qu'il puisse y avoir une enquête et un travail de la justice sur ce sujet, eh bien, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale transmette à la justice le cas du parjure soupçonné par l'Assemblée nationale. Eh bien, ça, c'est décidé en bureau de l'Assemblée nationale, pas en conférence des présidents, en bureau. En bureau où les députés du Nouveau Front Populaire sont majoritaires, comme vous le savez peut-être. Et qu'ont fait les députés du Nouveau Front Populaire ? Eh bien, ils ont voté pour lutter contre la corruption, pour envoyer directement Madame Aurore Berger devant la justice et qu'elle puisse répondre des accusations de parjure qui sont formulées contre elle et qui sont honnêtement très confondantes, puisqu'on a à la fois ce qu'elle a raconté, c'est public, et qu'on a à la fois ce qu'elle a raconté en cachet, mais maintenant c'est public, donc on sait qu'elle a menti. Donc maintenant, elle doit être punie par la justice, jugée et punie par la justice. Mais pour ça, il était nécessaire que les députés votent le passage à la justice. Eh bien, c'est fait, et c'est fait grâce aux députés du Nouveau Front Populaire. Parce qu'évidemment, les macronistes étaient contre. Ils ne voulaient pas envoyer Aurore Berger devant un tribunal. Ben non, ils protègent les copains. Donc, ils n'ont pas envie que Mme Berger y aille. Eh bien, vous voyez que quand vous élisez des députés du Nouveau Front Populaire, il n'y a pas de copinage avec les macronistes. On est là pour faire appliquer la loi, la règle, et faire en sorte qu'on lutte contre la corruption. Et puis, par ailleurs, on a obtenu une autre victoire pour le Nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale cette semaine. Parce que M. Barnier et M. Macron, ils ont nommé tout un tas de gens ministres. Ils en ont pris plein, sans faire trop attention à ce que faisaient les gens avant de devenir ministres. Et il se trouve qu'il y en a un certain nombre qui avaient des responsabilités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'était le cas notamment du président de la Commission des affaires économiques. Et ce président de la Commission des affaires économiques, il est devenu ministre de l'économie et du budget. Donc maintenant, il ne peut plus être président de la Commission des affaires économiques. Du coup, il y a eu une nouvelle élection dans la Commission des affaires économiques. Et à la suite du vote qui a eu lieu sur ce sujet, eh bien, ce n'est pas les macronistes et les républicains qui ont obtenu la majorité. C'est une insoumise, Aurélie Trouvé, soutenue par l'ensemble du Nouveau Front Populaire. Et voici donc que, à la grande surprise de M. Macron et de M. Barnier, à l'Assemblée nationale, il s'est dégagé une majorité pour faire élire une insoumise présidente de la Commission des affaires économiques et qu'elle a été soutenue, y compris par des gens qui n'étaient pas forcément du Nouveau Front Populaire, mais qui préfèrent avoir à la tête d'une commission quelqu'un qui travaille, qui fait le boulot sérieusement,
plutôt que les petits accords et les petits arrangements entre amis de macronistes et des républicains. Et ça, vraiment, faut vous imaginer, M. Macron, il pense qu'il contrôle tout, il pense que les institutions lui appartiennent, qu'il se pense peut-être comme un roi, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il n'était pas prêt au fait que, et en commission des finances de l'Assemblée nationale, il y ait un insoumis, Éric Coquerel, et que sur le vote du budget, vous allez voir que ça va être quelque chose, un travail un peu rigoureux, disons, sur le sujet du budget, qu'en plus c'est M. Decourson qui est rapporteur général du budget, qui n'est lui non plus pas un macroniste, et qui est lui un opposant à M. Macron. Donc vous avez sur la question du budget Decourson et Coquerel qui sont des opposants à M. Macron, et puis en commission des affaires économiques aussi une opposante à M. Macron, à la présidente de cette commission. Tout ça devient très intéressant pour étudier les grandes affaires économiques et financières de notre pays, et je crois que c'est une belle victoire, d'autant plus que M. Macron ne s'y attendait pas. Donc cette semaine, pour faire le bilan, d'un côté, Mme Le Pen qui sauve Emmanuel Macron à 3 reprises, et de l'autre, le nouveau Front populaire qui défait la Macronie à 2 reprises. Donc c'est plutôt une bonne semaine pour l'opposition et pour le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est bien plus grave, qui est la question du Liban. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais on ne peut pas passer à côté de ce sujet compte tenu de l'importance qu'il a dans la période et des risques qui sont autour de la question libanaise. Parce que M. Netanyahou, après avoir détruit la bande de Gaza et tué plus de 42 000 personnes dans la bande de Gaza, après avoir continué la colonisation en Cisjordanie, après avoir bombardé ici au Yémen, ici en Syrie, se foutant complètement des règles du droit international, bref, M. Netanyahou, après tout ça, a décidé d'envahir militairement le Liban. Je dis bien d'envahir militairement le Liban, puisque les opérations militaires ne se limitent plus à des bombardements, mais que désormais, c'est une invasion militaire terrestre, donc où ils avancent du matériel comme des chars. Et ce franchissement de la frontière libanaise pose de nombreux problèmes, parce que le Liban, contrairement à la Palestine, est un État qui est reconnu par la communauté internationale. Les mêmes règles ne s'appliquent donc pas. Je veux dire, la Palestine devrait être reconnue par la communauté internationale, la France devrait reconnaître la Palestine comme un État, mais il y a un certain nombre de pays qui, pour l'instant, ne reconnaissent pas la Palestine comme un État. Mais ce n'est pas le cas pour le Liban. Le Liban est un État souverain, et quand on franchit la frontière d'un État souverain, eh bien, il y a des conséquences qui vont avec. La première de ces conséquences, c'est que du coup, vous entrez dans une déclaration de guerre avec le Liban. Or, le Liban est un allié de la France, un pays allié de la France. Israël aussi est un pays allié de la France. Mais que doit faire la France quand l'un de ses alliés envahit un autre allié qui est juste à côté, particulièrement quand on a des accords avec le Liban? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ce qu'on a fait en Ukraine, c'est que pour permettre la défense de l'Ukraine, nous avons décidé d'envoyer des armes en disant que la résistance ukrainienne devait pouvoir se défendre face à l'invasion de M. Poutine. Pourquoi y a-t-il un deux poids deux mesures vis-à-vis du Liban? Pourquoi n'envoie-t-on pas du matériel pour permettre à l'armée libanaise de se défendre? Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Parce que c'est une question qui était mise sur la table bien avant l'invasion militaire du Liban par Israël. Cette question était sur la table bien avant, compte tenu du fait que précisément l'armée régulière libanaise est en manque de moyens, et notamment de moyens d'armes, de moyens militaires, pour pouvoir faire face à une éventuelle attaque. Et cette attaque était assez prévisible compte tenu du fait que M. Netanyahou avait déjà dit dans le passé, il avait déjà alerté en disant « Attention, nous pourrions attaquer Beyrouth comme nous avons attaqué la bande de Gaza ». Mais désormais, M. Netanyahou non seulement a fait cette invasion militaire, mais il menace le Liban en disant qu'il pourrait arriver le même sort au Liban que ce qu'il a fait à la bande de Gaza, c'est-à-dire une menace d'une destruction complète du Liban. Et M. Netanyahou, au moment où je vous fais cette vidéo, venons d'apprendre qu'il a attaqué un des postes de la FINUL au Liban. La FINUL, c'est la force d'intervention au Liban de l'ONU, une force qui est censée faire tampon entre Israël et le Liban, précisément dans la zone sud du Liban, pour éviter qu'il y ait une escalade militaire. Donc, désormais, M. Netanyahou a attaqué le Liban, mais en plus, les forces de l'ONU qui sont présentes sur place et parmi lesquelles on compte pas moins de 560 Français. Cette situation, elle est dramatique, elle est gravissime, parce que la France, à un moment donné, doit répondre. On ne peut pas laisser faire autant de choses sans rien dire, sans rien faire. Alors M. Macron, il y a quelques jours, a dit qu'il fallait un cessez-le-feu, il a dit qu'il fallait arrêter les livraisons d'armes à Israël, il était temps qu'il se rallie aux positions de la France insoumise, ça fait quand même nous 1 an qu'on répète ça sur tous les tons en se faisant accuser
de tous les maux, mais en ayant eu raison depuis le début sur les implications d'une guerre à Gaza et sur les suites possibles de cette guerre à Gaza. Je rappelle aussi que Israël ayant été frappé par l'Iran après l'invasion du Liban, eh bien Israël a dit qu'il ferait une riposte en Iran. Que donc on n'est pas au bout des ripostes potentielles d'Israël contre ses adversaires dans la région. Mais la France, sur la question du Liban, se fait donc attaquer. L'ONU se fait attaquer lorsqu'on attaque le poste de la FINUL. Quelle doit être la réaction des Français et de l'ONU sur ce sujet? À quel moment va-t-on dire stop à M. Netanyahou? Stop, ça suffit maintenant, vous devez arrêter. Et cela veut dire des sanctions économiques contre Israël, des sanctions économiques contre les dirigeants politiques d'Israël en ce moment, parce que M. Netanyahou, dirigeant d'extrême droite, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, ce sont des individus contre lesquels on peut prendre des sanctions, comme nous en avons prises contre un certain nombre de responsables russes après l'invasion de l'Ukraine. Et ça, c'est des sanctions qui peuvent être efficaces pour faire réfléchir un certain nombre de personnes et les faire reculer sur le plan politique. Pourquoi ne mettons pas en place ces sanctions économiques que nous avons été capables de mettre en place dans d'autres cas? Et puis, évidemment, il faut arrêter ces livraisons d'armes pour arrêter techniquement, militairement, Israël, pour faire en sorte qu'Israël soit bloqué dans son avancement. Cette demande, c'est à la fois une demande nécessaire pour les Libanais, pour les Gazaouis, mais c'est aussi une demande qui est désormais devenue nécessaire pour un certain nombre de personnes qui sont des opposants à M. Netanyahou dans son pays et qui disent que M. Netanyahou doit être arrêté, doit être stoppé, qui disent que M. Netanyahou est un problème pour le retour des otages, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de négociation, soit de retour des otages, soit de cesser le feu à Gaza, mais aussi au Liban d'ores et déjà, et que dans tous les cas, eh bien, soit M. Netanyahou les a refusés, soit il a créé des conditions pour empêcher qu'on arrive à un accord de cessez-le-feu et qu'on sorte de cette logique d'escalade militaire. Toutes ces questions-là sont des questions qui sont posées sur la table, et qui sont posées sur la table à un moment où vous voyez bien, compte tenu de l'ensemble des forces qui sont impliquées dans cette région, qu'il peut y avoir un embrasement régional et même mondial, qu'à cet endroit-là du monde se concentre un nombre de tensions qui pourraient mener à un conflit généralisé auquel personne ne veut aboutir. Et donc, pour éviter que nous y arrivions, eh bien, il faut prendre maintenant des mesures fortes. Et j'espère qu'enfin, la parole des Insoumis sur le sujet sera entendue dans notre pays, parce que je sais qu'à l'international, elle est déjà très fortement entendue. Et moi, je reçois beaucoup de messages, et quand je croise des gens qui viennent de l'étranger, qui nous disent « Merci de tenir ces positions-là, on a besoin de vous ». Il y a beaucoup de Franco-Libanais, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille au Liban, et qui comptent sur une voix forte de la France, où pour l'instant, malheureusement, seuls les Insoumis portent cette voix de la France. Eh bien, nous prenons notre part dans ce moment si difficile de notre histoire mondiale, de notre histoire collective en tant qu'humanité, en tenant les propos que nous estimons justes pour la désescalade et pour le retour à la paix. Et dans cette vidéo, j'en prends évidemment moi aussi ma part. Évidemment, j'en profite aussi pour apporter une nouvelle fois tout mon soutien aux Palestiniens, aux Libanais et à toutes celles et ceux qui ont de la famille dans ces deux zones du monde, ou des amis ou des proches, et qui ont peur pour leurs proches. D'autant plus, et j'en finirai là-dessus, que ça n'est pas seulement la question de la mort et de la guerre qui est en jeu, c'est aussi la question du déplacement de nombreuses personnes. Il y a déjà plus d'1 million de personnes qui sont déplacées du sud vers le nord du Liban, une partie étant partie vers la Syrie, parce qu'un certain nombre de Syriens avaient fui la Syrie pendant la guerre et sont désormais en train de faire le trajet dans l'autre sens. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui ont des implications majeures dans la suite de cette région-là, mais pas seulement de cette région-là, parce qu'une fois que les gens ils ont fui le sud du pays pour aller vers le nord, si les bombardements et l'attaque militaire continuent à remonter vers le nord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre là que la mort leur tombe dessus? Bien sûr que non. Et si vous vous mettez un peu à la place des gens, vous comprenez assez facilement que quand il y a des bombes qui tombent à côté de votre maison, vous n'avez pas envie de rester dans votre maison et vous avez envie de partir. Et tous ceux qui viennent vous parler d'immigration après, sur les plateaux télé, en disant ça suffit, il y en a trop, je sais pas quoi, quand est-ce que vous les entendez parler de la guerre et de la paix? Quand est-ce que vous les entendez dire un seul mot d'humanité sur ce sujet-là, pour dire qu'il faut que les guerres cessent, précisément pour que les gens qui souhaitent vivre, travailler dans leur pays, puissent y vivre et y travailler en ayant le minimum de la sécurité, qui est qu'il n'y ait pas des bombes qui leur tombent sur la tête ou qui tombent sur la tête de leurs enfants. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, parce qu'au bout d'un moment aussi, il commence à y en avoir un peu ras-le-bol des donneurs de leçons sur tous les sujets qui n'ont jamais un mot d'humanité pour ceux qui subissent la misère et la guerre et qui, parfois, doivent malheureusement fuir
leur pays alors même qu'ils préféraient pouvoir y vivre en paix. Enfin, un dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est de la tempête Kirk. Je vous en parle parce qu'elle touche notre pays d'une manière très brutale et qu'il y a une petite accroche qui s'est produite ici à l'Assemblée nationale qui est, figurez-vous, que cette tempête a été tellement importante qu'elle a fait sauter une canalisation et que cette canalisation ayant sauté, ça a inondé tout le sous-sol d'un bâtiment de l'Assemblée nationale et que donc un certain nombre de salles de l'Assemblée nationale vont être désormais inutilisables. Je ne vous dis pas ça pour plaindre les députés et le personnel qui travaille à l'Assemblée nationale, je vous dis ça pour vous dire que peut-être ça va faire réagir les députés et ceux qui disent que le changement climatique, on verra plus tard, on s'en occupera plus tard. Parce que ce qui nous touche, nous, à l'Assemblée nationale, je le sais, est en train de toucher une grande zone du pays. À Marseille, les transports en commun, au moment où je vous parle, sont très perturbés par cette tempête. Ici, en région parisienne, eh bien, nous avons subi un certain nombre d'inondations, notamment par exemple des stations de métro qui ont été inondées. Il y a 48 000 foyers au moment où je vous parle qui sont privés d'électricité. Et puis, malheureusement, il y a eu une personne qui est décédée au large de Sète à cause de cette tempête Kirk. Pourquoi je souhaite vous en parler? Déjà pour apporter là encore ma solidarité avec toutes celles et ceux qui sont touchés par cette tempête, qui se retrouvent sans électricité, qui se retrouvent inondés, qui se retrouvent bloqués et dans l'incapacité soit d'aller au travail, soit de faire les petites choses de la vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier point, solidarité avec toutes celles et ceux qui sont malheureusement touchés par cette tempête. Et puis aussi, pour vous parler un petit peu de pourquoi il y a cette tempête-là. Parce que là, c'est un effet direct du réchauffement climatique. Kirk, c'est un ouragan. Les ouragans, normalement, ça reste dans les zones tropicales. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, eh bien, les zones chaudes qui permettent aux ouragans de se déplacer et de gagner en intensité aussi, parce que ça a une implication en termes de position des ouragans, le changement climatique, parce que plus il fait chaud au nord, plus ils peuvent remonter vers le nord, mais ça a aussi une question en termes d'intensité, parce que plus il fait chaud, plus il y a de la chaleur, plus ces ouragans peuvent être violents et amener avec eux de nombreuses pluies. Il faut savoir que là, avec cet ouragan Kirk, c'est les plus grandes précipitations que notre pays ait connues depuis, accrochez-vous, un siècle. Depuis 1920, il n'y avait pas eu autant de précipitations dans notre pays. Donc, c'est vous dire, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit et que vous avez peut-être déjà entendu Jean-Luc Mélenchon dire, vous dire qu'avec le changement climatique, ça là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça pourrait faire partie de choses qui deviennent plus régulières. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a déjà des pluies diluviennes qui détruisent un certain nombre d'infrastructures et qui rendent plus difficile la vie quotidienne. Et souvenez-vous, découvrez-le, si jamais vous avez jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire ça, là, l'une des questions qui est posée avec le changement climatique, c'est la question de la faisabilité technique et pratique des décisions politiques. Parce que vous pouvez très bien décider, par exemple, qu'on va mettre tous les camions sur des trains pour éviter qu'on utilise les routes et qu'on pollue avec les routes. Mais si vous avez des inondations qui vous détruisent des voies ferrées tous les 4 matins, eh ben, vos décisions, elles sont bien belles, mais elles rendent difficile leur application concrète. Et le changement climatique rajoute de l'incertitude dans un monde politique qui est déjà bousculé par l'incertitude de la géopolitique et des conflits majeurs qui pourraient désormais toucher notre pays. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du Liban et de la zone moyenne-orientale, mais la question ukrainienne, elle est toujours posée. D'autant plus qu'on a une alliance de l'OTAN avec un certain nombre de pays qui sont dans le pourtour de cette zone de conflit, et que si l'un de ces pays de l'OTAN venait à être touché par la Russie, l'une des règles de l'OTAN, c'est quand même qu'on est censé intervenir pour défendre un pays qui est touché. Donc vous avez des enjeux géopolitiques qui perturbent la prise de décision politique, et puis vous avez des enjeux climatiques. Je rappelle aussi que les enjeux climatiques ont aussi un lien avec les questions d'immigration, parce qu'un certain nombre de personnes ne peuvent plus vivre dans leur pays en raison du changement climatique qui provoque des déplacements de population pour les mêmes raisons que les guerres. Parce que soit ici il fait trop chaud, soit là il y a trop d'inondations, soit même dans certains endroits, eh bien ce sont des zones qui sont carrément submergées, et vous allez avoir le cas pour un certain nombre d'îles qui sont habitées à l'heure actuelle, qui vont être submergées dans les prochaines années à cause du changement climatique qui désormais rend inévitable le fait que ces îles soient submergées. Bref, toutes ces questions-là sont des questions qui sont centrales, qui sont des questions majeures pour l'avenir de l'humanité et de notre pays, et qui ne sont jamais, ou presque jamais posées dans le débat public et dans le débat politique. Alors, on va parler de tout et n'importe quoi, du dernier fait divers, de telle chose qui s'est produite, etc. Mais les grandes questions, les questions géopolitiques, les questions changement climatique, quand est-ce qu'on peut en parler, quand est-ce qu'on peut en débattre, quand est-ce qu'on peut apporter des arguments sur le sujet, c'est extrêmement rare qu'il puisse y avoir
du travail détaillé sur ce sujet. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette actu politique de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je le rappelle en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la situation politique, parce qu'on lit toujours ça avec grande attention, ça nous plaît beaucoup. Et on regarde pour justement faire évoluer aussi les contenus qu'on vous propose. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine et rien de plus. À la semaine prochaine.